Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour ce live organisé en partenariat avec Microsoft, webinaire ayant pour titre en tant qu'éditeur comment construire son business model lors d'une migration vers le SaaS. Donc je vous propose d'attendre quelques instants pour que les derniers participants se connectent. Donc je vais profiter de ce moment pour vous présenter nos intervenants. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Alexandre Pascal, responsable programme PME chez Azure France, ainsi que Stéphane Leleu, senior cloud architecte chez Cloud Temple. Alors, je vais vous présenter l'agenda. Donc, ce webinaire débutera par l'intervention d'Alexandre Pascal, puis par celle de Stéphane Leleu. Nous consacrerons les 15 dernières minutes pour répondre à vos questions. Donc, sachez que vous pouvez poser vos questions tout au long du live via l'outil dédié. Nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre à la fin. Bien, je pense qu'on va pouvoir débuter le live. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandre. Merci beaucoup, Carla. Donc bonjour à tous. Je vais essayer de vous dresser un peu un portrait du business model qu'on voit aujourd'hui sur le marché autour du SaaS. Pour commencer, je vous propose de regarder un peu la chaîne de valeur finalement de l'industrie du SaaS et de l'industrie de l'informatique globalement, mais avec un focus plus particulier sur le modèle du SaaS évidemment. Et en fait, ce qui va être intéressant avant que je rentre dedans, c'est qu'il y a énormément de modèles qui existent sur le marché et on peut capter plus ou moins de la valeur de ce marché en fonction des choix stratégiques. Évidemment, ce sera toujours compliqué d'aller chercher toutes les briques. Néanmoins, voilà, l'idée, c'est de vous donner un peu un panorama global. Donc, dans la chaîne de valeur, la première brique, évidemment, ça va être la partie software, qui est partagée entre, après, selon les modèles, un cloud provider, si vous êtes sur un modèle cloud, et ce qui est principalement le cas sur le SaaS, évidemment. Et là, on va avoir, du coup, généralement, une répartition en termes de responsabilité et de prix, évidemment, selon le modèle que vous choisissez. Donc, avec le modèle on-premise qui fait porter, évidemment, l'ensemble des responsabilités à un éditeur. Avec un modèle ensuite IaaS où on va avoir finalement un peu plus de responsabilités portées par un cloud provider avec de la virtualisation, du serveur, du storage, le networking, voilà les basiques en termes de composants informatiques. Ensuite, on va avoir le modèle PaaS où finalement on va avoir beaucoup plus de services et on va aller jusqu'à du runtime, du middleware, l'OS, tout sera entièrement géré par le cloud provider. Et enfin, le modèle SaaS, qu'est-ce que vous proposez à vos clients et qui va jusqu'à la gestion de l'application en elle-même. Donc ça, c'est la première partie qui est généralement assez connue. Ensuite, on va avoir évidemment la partie déploiement. Donc certains éditeurs choisissent de l'intégrer, d'autres préfèrent travailler avec des prestataires informatiques qui vont le faire pour eux. Donc là, on va avoir plusieurs modèles. On va avoir plutôt le modèle projet avec tout ce qui est service de migration, de paramétrage. Voilà, vraiment la première partie qui va jouer sur la phase projet en amont de la mise en place d'un logiciel. Et ensuite, on va avoir la deuxième partie qui sera plus donc tout ce qui est service managé avec la gestion de l'administration, de l'identité, de l'optimisation dans le temps qui sera externalisé aussi potentiellement chez un prestataire informatique, internalisé chez le client ou certains éditeurs le proposent également. Ensuite, ce qu'on va voir et qui est assez beaucoup plus spécifique au SaaS finalement, c'est toute la notion de personnalisation. Donc, en tant qu'éditeur, souvent, on a des demandes de personnalisation de son logiciel. Et toute la difficulté étant, évidemment, de comprendre si ces besoins-là correspondent à une demande qui est globale et qui doit rentrer dans une roadmap produit ou si c'est une demande qui est beaucoup plus custom par rapport à un besoin spécifique qui pèsera moins de 20% des besoins de ses clients au global. Et là, il y a une autre chaîne de valeur qui va se construire autour de ces besoins un peu spécifiques, autour de la personnalisation, et qui peut se jouer sur deux angles. Un premier angle qui est l'API. Donc, il y a pas mal d'éditeurs qui commencent de plus en plus à créer des API, à facturer ces API et qui va être pouvoir réutiliser derrière, ou alors la partie connector qui va être finalement plus
plus que l'API qui sera un flux de service, enfin un flux de données, le connecteur sera plus un flux de service. Et ça va être intégré derrière, soit avec une intégration dans un applicatif complet, donc avec du développement high-code, soit avec, c'est ce qu'on voit de plus en plus sur le marché, des développements plutôt low-code, no-code. Donc, typiquement, là, je vous ai mis ce qu'on fait côté Microsoft, évidemment, comme techno pour répondre à ces scénarios-là. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre d'autres marchés. On va avoir des éditeurs qui vont facturer des API à d'autres éditeurs de logiciels, qui vont créer finalement un écosystème d'éditeurs autour de son application pour rentrer dans des scénarios métiers, par exemple, ou des scénarios liés à certains secteurs d'activité. On va avoir aussi juste de l'intégration d'API avec un système existant, type un ERP ou un CRM classique. Et on va avoir ces notions de connecteurs pour vraiment le use case spécifique. Je prends un exemple, par exemple, si on est sur un site web, on va avoir potentiellement un flux de validation pour la mise en place d'un nouveau produit. Ça peut être très spécifique à certains sites web versus d'autres, et donc on peut imaginer un connecteur qui va envoyer un flux de validation dans une application Teams à une équipe qui aura juste à cliquer sur un bouton, et donc là on est plutôt sur un flux de service, un connecteur personnalisé. Ensuite, dernière brique qui est aussi très liée au monde du SaaS, c'est la partie management du changement, l'adoption des produits. Donc là, il y a un rôle clé qui apparaît quand on rentre dans un modèle SaaS, c'est évidemment les Customer Success Managers. Comme on est dans un modèle SaaS, et on verra la partie financière qui en découle juste derrière, on va forcément rentrer dans une notion d'adoption du produit, parce que on est sur un client qui va finalement pouvoir quitter en termes de modèle votre souscription tous les mois, et donc on a besoin de s'assurer du succès du client et qui perçoit la valeur totale du produit autour justement de cette notion d'adoption. Et c'est ça qui va devenir important, parce que finalement, au niveau financier, ça va avoir un impact très important sur votre capacité à garder vos clients captifs et à leur donner de la valeur et à construire sur cette base-là. Et c'est tout le modèle financier qui va se reposer derrière le SaaS. Donc après, pour le faire, il y a plusieurs modèles qui existent sur le marché. Donc il y a les modèles de Customer Success Manager, qui, selon les entreprises, peuvent gérer peut-être un peu de déploiement des fois. Nous, chez Microsoft, c'est pas du tout le cas. On a tendance à les focuser vraiment sur cette notion d'adoption, avec construction un réel plan d'adoption, mise en place de cas d'usage et accompagnement du client sur des communications internes pour s'assurer que le logiciel soit su, compris et utilisé par tout le monde. Et il y a d'autres modèles où on va pouvoir aussi travailler avec un écosystème de partenaires, type souvent cabinet de conseil ou autres, qui vont mettre en place ce type de besoin chez le client. Évidemment, selon la cible que vous allez avoir derrière, si c'est de la PME, de l'ETI, du grand compte ou du B2C, on n'aura pas du tout les mêmes problématiques par rapport à cette notion de changement. On va pouvoir mettre en place des choses beaucoup plus personnalisées sur des gros clients versus des mécaniques beaucoup plus programmatiques et beaucoup moins chères pour des clients qui soient B2C ou plutôt PME. Donc voilà un peu les grands buckets de valeurs qu'on va retrouver dans l'industrie du SaaS, avec du coup à chaque fois une stratégie. Quand on rentre dans un modèle SaaS, généralement, on rentre dans une course à l'innovation très forte. Et donc, on a quand même besoin, et nous, c'est ce qu'on recommande le plus à notre écosystème de partenaires éditeurs de logiciels, de se concentrer sur cette partie innovation et donc sur le SaaS en lui-même. Donc, ce qu'on recommande le plus, c'est de travailler avec des logiques d'écosystème. On pense que chacun a son expertise et son métier et qu'il est préférable de travailler avec un écosystème, de partager la valeur avec l'écosystème pour aller chercher plus de complémentarité et du coup, en tant qu'entreprise, se focuser en termes d'investissement, de ressources et autres, parce que tout ça est corrélé évidemment à des investissements et des ressources forts sur de l'innovation. Si on regarde la partie plutôt revenu,
qui est finalement assez corrélé à ces premières briques que je vous ai présentées. On va voir d'abord la modélisation financière du SaaS dont je vous parlais. Donc, je vous ai fait un petit graphe. C'est purement un schéma. Hein. Il n'y a pas de chiffre derrière. Évidemment, chaque business sera différent, mais l'idée du SaaS par rapport à la partie on-premise, c'est que sur un modèle on-premise classique, quand vous n'êtes pas sur un modèle SaaS, vous allez généralement avoir des notions de renouvellement de clients réguliers. Et vous allez avoir beaucoup moins la partie change dont je vous parlais avant. Ce qui fait globalement que vos équipes commerciales vont être, quand vous allez devenir assez mature, hein, très vite très occupées par le renouvellement, la relation avec vos clients existants, et on va rentrer dans des négociations, etc., etc. Sur le modèle du SaaS, ce qui est assez sain, c'est que vous allez mettre en place des mécaniques d'adoption qui permettent du coup d'aller chercher des taux de rétention plus forts, beaucoup plus forts. Et de vraiment différencier les équipes avec des équipes qui vont gérer donc cette rétention des clients, le succès de vos clients, et aller chercher du coup par cette course de l'innovation des nouvelles features produits. Donc, du coup, votre client va développer au fur et à mesure le chiffre d'affaires qui dépense chez vous, hein, tout simplement. Et en même temps, vous allez pouvoir aussi avoir des équipes qui sont vraiment focusées sur de l'acquisition pure de nouveaux clients. Et ce qu'on voit généralement, c'est que ce type de modèle, par un taux de rétention plus fort, permet du coup d'aller chercher plus de parcs de clients et donc plus de chiffre d'affaires sur le long terme. Voilà. Ensuite, évidemment, le fait d'être, alors évidemment, je le corrèle assez facilement, mais il y a tous les modèles qui peuvent exister, mais le fait d'être sur du cloud va amener une notion évidente d'optimisation des coûts. Le fait d'être en SaaS va permettre d'aller chercher plus de clients, et donc on va rentrer dans une logique de FinOps avec des coûts d'infrastructure, où l'objectif et le jeu qu'on voit systématiquement, c'est que évidemment, en termes de coûts, le logiciel, plus vous avez de clients, moins ça vous coûtera cher par client, et donc votre coût de revient par client augmente, et votre profitabilité également. Donc ça c'est tout le corollaire de ce modèle financier purement sur le SaaS. Et après, il y a tout le reste où vous pouvez aller chercher finalement des revenus complémentaires qui vont être intéressants. Donc, il y a la partie API et Custom Connector dont je parlais. Donc, avec les 3 scénarios que j'ai évoqués précédemment, donc le développement plutôt low-code pour un client final qui veut vraiment juste avoir un petit service complémentaire à votre produit qui soit spécifique à son besoin. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez facturer évidemment. Généralement, comme on est sur un client final, on va facturer ça plutôt sur une mécanique SaaS, donc avec un coût fixe par mois, versus une logique d'API où on va facturer ça généralement en fonction du nombre de requêtes ou autre. En tout cas, c'est ce qu'on voit principalement sur le marché. Ensuite, on a la deuxième partie avec l'intégration à un logiciel tiers avec un partenaire. Donc, même si on passe par un partenaire, au final, c'est quand même le client qui va payer. Donc, on va rester sur cette logique de paiement mensualisé la plupart du temps. Et donc, on est sur les API liées à des CRM, des ERP, etc. Mais qui va être fait par une intégration par un prestataire informatique généralement qui sera spécialiste de cette ERP ou de ce CRM, parce qu'on voit de moins en moins de CRM et d'ERP fait maison chez les clients. Et enfin, la dernière partie, donc la partie API dont je parlais, avec vraiment le développement d'une plateforme globale autour de votre service et une facturation par API en fonction du nombre de requêtes qui peuvent être faites. Il y a plusieurs modèles qui peuvent exister, évidemment, mais c'est ce qu'on voit principalement aujourd'hui sur le marché. Après ça, la partie intéressante aussi, ça va être la notion de gamme de produits, et je vais l'aborder dans la partie suivante un peu plus en détail. Mais ce que Microsoft a conceptualisé, c'est ce qu'on appelle la Digital Feedback Loop. C'est le fait d'aller chercher de la donnée par la digitalisation de son logiciel, et notamment tout ce qui va être, dans le cas d'un éditeur de logiciel, la donnée de télémétrie, donc la donnée d'utilisation anonymisée évidemment des logiciels que vous allez partager à vos clients. Comme c'est sur vos infrastructures, vous allez pouvoir récupérer ces données-là. Et ça va vous permettre de comprendre finalement quels sont les besoins, les schémas en termes d'utilisation de cette donnée de vos clients. Et du coup, ça va vous permettre de sortir finalement une roadmap de produits. Derrière, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir en discuter avec les clients, de comprendre, de faire un peu d'études qualitatives et autres autour, pour comprendre finalement qu'est-ce que vous allez pouvoir créer comme plus en termes de services,
et comprendre la valeur de service pour comprendre si c'est quelque chose que vous allez intégrer dans votre logiciel tel quel, sans le facturer plus, mais juste vous allez créer l'innovation et donc plus de valeur au client et assurer ce taux de rétention qui est la base du modèle financier du SaaS, comme je le présentais tout à l'heure. Ou si c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur par rapport à ce que vous proposez, et là vous allez sortir des produits complémentaires carrément et proposer finalement une vente croisée avec voilà, des modules spécifiques, complémentaires pour une partie de vos clients, mais toujours sur un modèle SaaS. Donc ça, c'est important, cette notion justement de récupération de la donnée qui est liée à ce modèle SaaS va vous permettre du coup vraiment de développer une gamme de produits plus complète. Ensuite, un enjeu, alors il y a pas forcément, il y a un enjeu de revenu indirect, on ne va pas facturer ça évidemment, mais un enjeu qui est important, ça va être les deux dernières briques que je vous ai mis ici. Il y a la partie plateforme, on voit beaucoup plus et généralement, on regarde pas mal les marchés anglo-saxons pour voir ce qui arrive dans le futur. Et c'est quelque chose qui évolue très fort chez eux. C'est la notion de plateforme. Le fait de mettre à disposition son logiciel dans des plateformes d'utilisation. Donc, je pense à Teams, à Outlook, évidemment, côté Microsoft, mais aussi des plateformes techniques comme le Marketplace Azure, qui est le marketplace aujourd'hui où pas mal de décideurs informatiques vont regarder un peu ce qu'ils ont à disposition en termes d'innovation. Le fait de mettre à disposition vos logiciels dans cette plateforme, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher plus de clients de façon assez naturelle et le double effet bénéfique d'être dans des plateformes comme Teams, c'est que c'est des plateformes qui sont aujourd'hui hautement utilisées par l'utilisateur final et que vous allez répondre à ce besoin, entre guillemets, de visibilité de vos produits pour pouvoir vendre, mais aussi à ce besoin d'adoption par l'utilisateur final. Donc, il y a quelque chose d'assez stratégique autour de cette intégration et c'est quelque chose qu'on voit très fort arriver. Voilà. En France, on a déjà pas mal de leaders qui ont fait ça et qui ont travaillé pour avoir cette intégration native dans Teams ou dans la suite Microsoft 365, par exemple, mais également sur nos plateformes techniques. Enfin, dernier sujet qui est historiquement très cher à Microsoft, parce que Microsoft est aussi un éditeur de logiciels et qui travaille beaucoup avec des partenaires. Le fait de faire le choix, notamment sur les premières briques dont j'ai parlé, que ce soit les services managés ou autres, de travailler avec un écosystème de partenaires, ça a aussi comme intérêt de pouvoir externaliser en partie sa force de vente. Et donc, ça permet assez fortement d'avoir un flux d'acquisition constant qui est basé sur l'écosystème de partenaires, sur des nouveaux clients. Et donc, aller chercher toujours cette croissance, cette optimisation de coûts et autres en termes de modèles financiers que j'ai présenté juste avant. Ça, évidemment, ça se fait toujours basé sur un socle qui va être de l'investissement en termes de people, d'outils et autres. Mais c'est quelque chose de structurel. On voit beaucoup de startups essayer de shifter un besoin d'investir beaucoup d'argent en termes de campagne marketing et pour récupérer potentiellement moins de dépendance à du cash, parce que finalement, les startups brûlent beaucoup de cash pour faire de l'acquisition, et se tourner vers ce modèle de partenaire informatique qui va permettre justement d'aller chercher plus d'acquisition et de façon plus pérenne. On va avoir des investissements structurels, évidemment, mais il y a un effet de levier qui est beaucoup plus fort que sur les campagnes marketing qui, elles, vont avoir un effet Kickstarter plus fort. Donc, j'ai mis en bas collaborateurs, outils et processus. Alors, c'est caché, j'imagine que j'ai mis processus. Mais ça, c'est vraiment les briques sur lesquelles chacune de ces sources de revenus vont se positionner. À chaque fois qu'on décide d'y aller sur chacun de ces sujets, il y a un investissement fort en termes de collaborateurs, de processus à définir et d'outils. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument non négligeable. C'est pour ça que beaucoup d'éditeurs font le choix aussi de se positionner spécifiquement sur un sujet plutôt qu'un autre, au moins pour commencer, et après commencer à développer d'autres choses. Mais voilà, c'est des choix stratégiques en termes de business model qui ont un impact très fort en termes d'investissement. Je vais me dépêcher parce que je vois que je suis en retard. Je voulais vous parler aussi rapidement du développeur Velocity Index qu'on a créé chez Microsoft. En fait, on a essayé de comprendre, notamment dans cette course d'innovation dont je vous ai parlé précédemment, quels étaient les facteurs les plus importants
pour pouvoir développer cette innovation et notamment la rétention des talents, qui est un sujet qu'on verra qui est commun à peu près tous les points. Et du coup, être capable de chiffrer ça. On a mis en place une étude assez détaillée avec McKinsey. On a cherché 46 points différents auprès de clients classiques, d'éditeurs de logiciels, etc. Et ce qui ressort, c'est ça, c'est 3 étapes avec 10 points d'attention spécifiques sur lesquels il y a réellement un facteur important de différenciation en termes d'innovation. Donc la première partie, c'est la partie Building the Foundation. Donc c'est vraiment les bases. Si vous n'avez pas ça, de toute façon, tout le reste aura beaucoup moins d'importance. C'est très important d'avoir cette structure-là pour pouvoir aller chercher de l'innovation. C'est la condition sine qua non. Ensuite, on a la deuxième partie qui est Accelerating the Impact. C'est ce qu'on voit comme étant les facteurs qui permettent de sortir du lot. Le premier, c'est vraiment être au moins dans la moyenne en termes d'innovation. Le deuxième, c'est sortir du lot en termes d'innovation et être dans les top pourcentages d'innovation sur le marché. Et enfin, la troisième partie, c'est ce qu'on voit commencer à se dessiner sur le futur, des choses qui sont encore rares, pas forcément complètement utilisées, mais qui ont un potentiel énorme et les quelques-uns qui l'utilisent ont évidemment un train d'avance sur les autres. Donc, si je rentre un peu dans le détail, sur Building the Foundation, alors je suis désolé, c'est en anglais. La première partie, la partie Developer Tool, c'est le basique. On voit qu'il y a 65% de plus d'innovation et 40% de plus de rétention et de satisfaction des talents dev dans une entreprise à partir du moment où il y a une vraie stack en termes d'outillage dev. C'est le basique, hein, mais c'est aussi bien des outils de développement, des outils de planification de pipeline, des outils tout simplement de collaboration et de CI/CD. Sur la partie product management, ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit que le product management ressort fortement. Ce qui fonctionne le mieux, c'est des profils qui ont une expérience technique évidente et aussi une expérience sur cette notion de customer focus. Néanmoins, il y a les deux autres dimensions qui sont la stratégie et l'expérience business, elles restent des composantes importantes. C'est-à-dire que on ne peut pas se permettre de tout miser uniquement sur les deux premières, mais si on doit faire un choix, c'est vraiment l'expertise technique et la partie customer focus qu'il faut privilégier. Et aussi en termes de modèle, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui dans cette étude, dans les résultats de cette étude en tout cas, c'est une forte influence de cette notion de product manager au sein de votre organisation et avec des responsabilités qui sont partagées, qui ne sont pas uniquement chez une personne, mais qui sont partagées sur plusieurs personnes au sein du groupe produit. En termes de culture, le sujet, qui est un sujet que tout le monde connaît par cœur, c'est le fameux droit à l'erreur, qui est très lié à l'agilité. Évidemment, il y a une énorme différence entre les gens qui communiquent dessus et les gens qui l'implémentent vraiment. Et donc ça, c'est derrière structurellement en termes de culture, en termes de rémunération à la fin de l'année, etc. Voilà, c'est des choses à mettre en place. Et enfin, évidemment, ça repose sur une culture de l'agilité. Le fait de pouvoir avoir le droit à l'erreur, c'est pouvoir tester et faire des erreurs et recommencer. Et ça, il y a plein d'entreprises qui le mettent en place au niveau des outils, mais pas au niveau de la culture, et c'est un vrai frein qui a un impact évident. Dernier sujet sur cette partie Building the Foundation, c'est la partie Talent Management, où évidemment, il y a une guerre des talents sur le marché, il y a un besoin évident de savoir rémunérer un talent, de savoir aussi gérer la performance, donc calculer cette performance et la rémunérer à la fin de l'année et évidemment être capable de créer une proposition unique vraiment spécifique à l'entreprise. Il faut vraiment se démarquer, avoir un ADN fort en termes de culture d'équipe, de recrutement et de développement des talents. Sur la partie Accelerate the Impact, on a l'open source qui est un énorme facteur. L'open source, c'est un sujet qui est très cher au cœur de Microsoft et on le voit comme étant un vrai facteur de différenciation. C'est une capacité d'innovation externe. Sans priver, ce serait une énorme erreur. C'est augmenter énormément l'impact de vos équipes de dev par la capacité à intégrer de l'innovation externe. Donc ça change beaucoup de choses et
de manière chiffrée, ça fait 30% de plus d'innovation et 20% supplémentaire en termes d'attrition des talents. Et on voit que les entreprises les plus innovantes ont une tendance à utiliser 3 fois plus de technologies open source que les autres. Le cloud public, donc le cloud public, c'est un grand classique évidemment. Donc on voit 30% de performance supplémentaire. On voit un peu plus de performance sur les non-software companies versus les software companies. C'est assez logique, c'est parce que évidemment le niveau de technicité est beaucoup plus. Enfin, l'écart de technicité entre quelqu'un qui est dans le cloud et quelqu'un qui l'est pas est beaucoup plus fort sur les entreprises qui sont non-software company versus software company. Donc, assez mécaniquement, ça explique une légère différenciation. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, c'est une tendance extrêmement forte sur le marché, que la plupart des éditeurs se mettent au cloud public. Et donc, c'est un réel besoin derrière en termes d'innovation avec les bloqueurs classiques de rétention des talents, de capacité d'innovation avec les services d'IA et autres, et de flexibilité d'investissement évidente. La partie Empower Citizen Developer, ça aussi c'est une tendance forte qui se développe, j'en parlais tout à l'heure, le low-code, no-code. Et donc ça, c'est une tendance qui est aussi bien interne pour avoir une capacité à tester et à libérer la bande passante côté des développeurs, que vous ayez des gens côté produits et autres qui soient capables de faire des choses aussi et de tester des choses eux-mêmes, mais aussi on est dans une ère de l'ultra-personnalisation des logiciels, et donc être capable de gérer une communauté de citizen developers chez vos clients, c'est aussi intéressant et important, et ça se fait avec un écosystème notamment de partenaires. Pour finir, très rapidement, les grandes tendances qui vont transformer plutôt la partie future, c'est la partie intelligence artificielle, machine learning. On a des scénarios comme évidemment l'IA embarquée dans une application, potentiellement le co-développement avec une intelligence artificielle, et tout ce qui est nouveaux scénarios disponibles à travers le Natural Language Processing, donc tout ce qui va être computer vision ou autre. On va avoir aussi donc la partie live stat automation, donc c'est tout simplement détection des anomalies et rémédiation sur un site ou un software. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, l'importance de l'usage de la télémétrie, notamment dans la capacité de récupérer du feedback utilisateur, d'expérimenter, d'avoir des résultats d'expérimentation. On parle de l'A/B testing tout le temps. On peut faire de l'A/B testing dans une application, évidemment, et de développer des nouvelles features pour alimenter sa roadmap. Voilà, j'en ai fini. Stéphane, je te laisse la main et j'ai cramé un peu de temps. Je suis désolé. Alors, bonjour à tous. Alors, on va avancer un petit peu dans les slides. Voilà. Alors, Claude Temple, on a une compétence particulière en tant que partenaire dans l'accompagnement en fait des ISV. On a déjà traité pas mal de cas de sociétés qui éditrices de logiciels, hein, qui avaient souvent des solutions alors plutôt on-premise, ou alors des solutions neuves, hein, qui sont redéveloppées from scratch, hein, donc des startups typiquement, dans le cadre d'une assistance en fait pour se projeter justement dans l'édition de logiciels donc en type SaaS. Alors d'abord sur une approche plutôt technique au démarrage, et puis finalement on rentre un petit peu plus dans la démarche d'assistance un peu plus globale avec partie business model, etc. Alors du coup, on a cette expérience, et alors du coup, le premier truc souvent qu'on fait quand on démarre une discussion comme ça avec un ISV, évidemment, c'est de comprendre le besoin. Ça, c'est une évidence, mais on fait un tas de workshops en fait avec plusieurs personnes de la société. Product owner, évidemment, il faut qu'on comprenne un petit peu ce que c'est le logiciel, c'est quoi ses fonctionnalités, etc. Les développeurs, évidemment, alors soit tech lead, soit les développeurs en général, de façon à comprendre pourquoi l'application en est là, pourquoi cette stack applicative, pourquoi ces choix, etc. Il faut qu'on comprenne un petit peu le legacy de l'existence de cette application. Et puis aussi les compétences des développeurs, voir c'est quoi leurs appétences. On parlait d'open source juste avant avec Alexandre, c'est un des exemples. Puis aussi tout ce qui va être interview de direction, alors direction générale, marketing, commerce, etc. Parce que là, il faut qu'on comprenne le business model de l'application tel qu'il est aujourd'hui, et de façon à bien comprendre et aussi faire comprendre les évolutions qu'il va y avoir en termes de business model.
on ne vend pas une application on-premise installée chez le client comme on vend une application type SaaS. C'est deux concepts différents, Alexandre l'a très bien expliqué. Sur cette partie-là, on va ensuite rajouter alors les objectifs, évidemment, qui sont, alors c'est assez classique, mais la partie, ce qu'on va vouloir ajouter quand on va faire du SaaS. Donc déjà, se concentrer sur les fonctionnalités métiers. Alexandre l'a très bien dit, les compétences d'un éditeur sont sur les compétences métiers de son application. Ce qu'il vend, c'est des fonctionnalités métiers. On n'a pas grand intérêt, quand on est éditeur, à travailler sur la technique pure et dure qui ne concerne pas directement les fonctionnalités métiers. Donc, tout ce qui va être, je ne sais pas, plateforme, gérer l'authentification, ce genre de choses, c'est des choses qui sont techniques, qui sont essentielles, mais ce n'est pas le métier. Ce n'est pas ça qu'on vend quand on vend un logiciel. Donc ça, ce sont des choses, effectivement, pareil, Alexandre l'a dit, hein, qu'on peut éventuellement sous-traiter ou faire du partnership avec des partenaires qui, eux, savent bien gérer ces aspects-là. Bon, Claude Tempel, par exemple, hein, on n'est pas les seuls, évidemment, mais on va plutôt déléguer ces parties, je dirais, non intéressantes à des partenaires. Évidemment, go-to-market rapide, quand on fait du SaaS, on essaie d'aller vite. En tout cas, plus vite que quand on faisait du on-prem. Donc, on n'est pas sur les mêmes cycles de développement. Il faut aller plus vite. Et donc, il ne faut pas se focuser forcément trop sur la technique, mais bien sur les fonctionnalités. Limiter les coûts de développement, alors bien sûr, c'est le nerf de la guerre, c'est justement de limiter ces coûts. On va revenir justement à cette utilisation de partenaires ou d'offshore de développeurs sur des fonctionnalités bien particulières, parce que ces gens-là, c'est leur métier, et ce bout de code, vous n'avez pas une grosse valeur ajoutée forcément à le faire vous-même, autant le faire par quelqu'un qui lui une maîtrise et le fera peut-être plus vite. Ensuite, quand on fait de l'infrastructure type SaaS, on va essayer d'avoir des infrastructures qui vont être plus scalables, plus robustes et surtout prédictibles. Pourquoi ? Parce qu'on va adresser tout un panel de clients avec une infrastructure commune. Et donc, il faut que ça scale, il faut qu'on puisse onboarder tout un tas de clients supplémentaires sans que ça soit une douleur. Autrement dit, il va falloir que ça soit automatique et un maximum scalable. Il faut que ça soit robuste, évidemment. Hein. Une plateforme qui n'est pas stable, vous allez avoir du mal à faire de la rétention de clients. Hein. Les clients, ils veulent une solution qui marche tout le temps. Donc, il faut penser aux robustesse et là. Et puis voilà, il faut que ça soit prédictible parce que le business model va être basé là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache prédire les coûts de l'infrastructure en fonction du nombre de clients, du nombre de features, etc. Donc, il faut pas de surprise parce qu'on va vendre ce logiciel en fonction de ça. Et puis, évidemment, il faut apporter de la valeur ajoutée. Il faut des différenciateurs pour vendre son logiciel par rapport à un autre. Et c'est là, effectivement, on va peut-être aller chercher des fonctionnalités type IA ou des connecteurs qui vont peut-être permettre ce que disait Alexandre, hein, de dialoguer par exemple dans Teams avec l'application ou d'ouvrir des API, ce genre de choses. Ça peut être des key différenciateurs par rapport à un concurrent et souvent les clients recherchent ce type de choses parce que c'est une forme d'ouverture du logiciel et donc du coup, qui dit plus ouvert dit potentiellement plus intéressant. Côté accélérateur, alors ici j'ai noté le Microsoft Solution Assessment Programme. Il faut savoir que chez Claude Tempel, par exemple, on est dans ce programme et c'est Microsoft qui peut financer une partie de cette étude. Donc on a quelques jours, alors ça dépend de la taille de la société, etc. Mais ce côté workshop et pré-études, etc., Microsoft peut le financer. C'est entre 4 et 6-7 jours de prestations de notre part. Donc ça permet de démarrer et d'avoir déjà une première visu de cette partie-là. Donc ça permet de faire quelques économies. Alors du coup, une fois qu'on a fait tous ces audits, qu'on a dialogué avec l'ISV, et puis on commence à comprendre un peu ce que c'est l'application, ce qu'elle fait, et puis surtout on va essayer de comprendre vers quoi il faut tendre. Là, on va se retrouver avec un tas de briques qu'il va falloir aller assembler pour obtenir le software et définir du coup la roadmap pour le logiciel. Il y a plusieurs façons. Alors, il n'y a pas que de la technique. Il y a plusieurs façons pour optimiser tout ça et se diriger vers une offre SaaS qui tienne la route. La première chose, c'est en termes de stratégie, on va directement penser multi-tenancy. C'est-à-dire qu'on va arrêter de faire du logiciel déployé chez chaque client avec chacun son jeu de patch, ses procédés, tout ce qui va aller avec en termes de déploiement, de gestion des updates, etc. Là, on fait du multi-tenant, c'est-à-dire qu'on va avoir une seule plateforme,
si possible, hein, des fois, ce n'est pas toujours, mais idéalement, une seule plateforme pour tenir tous les clients. Donc, on va avoir une infrastructure commune sur laquelle, du coup, on va pouvoir faire des économies d'échelle, hein, entre autres. Et donc, du coup, en corrélation directe, ça va être tout ce qui va être SSO. C'est-à-dire, qui dit j'ai une seule plateforme pour héberger tous mes clients, dit il va falloir que je propose un moyen de m'authentifier pour tous mes clients. Et aujourd'hui, une application multitenante se doit d'avoir un SSO avec les grands providers d'identité du marché que sont Microsoft 365, Google, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est quelque chose qu'on va tout de suite intégrer dans le design de la plateforme cible. Pas de customer spécifique. Alors, évidemment, qui dit une seule plateforme pour tout le monde, dit je vais avoir un lot de features qui vont être communes à tous mes clients. Alexandre en parlait, quand j'ai un client qui fait une demande de spécifique, et ben effectivement, si c'est quelque chose qui peut rendre service à tous les clients, je vais l'intégrer dans ma roadmap et en faire une feature globale. Si c'est vraiment quelque chose de purement spécifique, là, je vais éventuellement faire un développement à côté uniquement pour ce client-là, mais on va éviter. Le but du jeu, ça va être d'éviter le customer spécifique ou alors de faire payer le client cher, entre guillemets, cette évolution. Si vraiment c'est quelque chose qu'il veut, bon, bah, il va la payer. En termes d'offres, évidemment, on va se retrouver avec des offres bien segmentées. Alors, 365, par exemple, c'est un exemple parfait des offres à étage comme ça. Vous avez un segment PME, un segment Enterprise. Dans chaque segment, vous avez plusieurs niveaux et plusieurs fonctionnalités. Donc là, vous avez le standard, le premium, etc. Donc, vous allez en fait avoir tout un tas de fonctionnalités de base. Et puis après, en fonction de licences complémentaires, par exemple, vous allez vendre une solution premium ou des fonctionnalités spécifiques à votre client en termes d'add-on. C'est l'exemple typique de ce que fait Microsoft et plein d'autres éditeurs d'ailleurs. On peut éventuellement avoir, là c'est plutôt quand on fait du B2C, la notion de freemium, c'est très à la mode, offrir des fonctionnalités de base gratuitement de façon à pouvoir enrôler, et si possible auto-enrôler les utilisateurs. Comme on dit, l'essayer c'est l'adopter, voilà, c'est un bon moyen d'embarquer des nouveaux clients. En termes de méthodologie, on l'a dit, il faut aller plus vite, il faut limiter les coûts, il faut faire du agile. Donc là, faut absolument aller vers les technos qu'on appelle DevOps ou Agile, de façon à améliorer les cycles et surtout aller plus vite. Infra as code aussi. Comme on va faire du cloud public, la plupart du temps pour faire du SaaS, on va développer non seulement l'application, mais le code qui va faire aussi l'infrastructure. Donc, on va automatiser, par exemple, les déploiements. J'en parlais juste avant. Quand on dit qu'il faut que ça soit plus scalable et plus robuste, eh ben, l'infra as code est un moyen d'y arriver. Fail fast and learn, voilà, Alexandre en a parlé. C'est vraiment une question de culture. L'important, c'est d'aller vite, parce que qui dit vite dit rentrer de l'argent plus vite quand on vend un logiciel. Donc, il faut rentrer dans cette culture-là. Et tout ce qui va être FinOps, ben, ça va driver le business, en fait, une fois qu'on va être en production. On va toujours jouer entre est-ce que je rajoute une fonctionnalité, mais qui du coup va peut-être avoir un impact sur ma plateforme? Si oui, ça va avoir un coût. Est-ce que je le répercute à mon client, oui ou non, etc. Donc, on va toujours essayer d'optimiser comme ça les ressources en fonction des besoins pour que le client soit content, qu'il reste, qu'il soit content de son application, mais aussi pour pas que ça nous coûte trop cher. Donc, il faut toujours naviguer comme ça et des outils pour faire ça. Et nous, on maîtrise bien cette partie-là chez Cloud Temple. Et puis après, il y a de la technique, parce qu'évidemment, il y a toujours de la technique quelque part. Quand on fait des infrastructures de type SaaS, on va recoder son application et on va, ou la développer si c'est une création. Et là, on va aller chercher les architectures qui sont adaptées à ce genre de choses, toujours pour être scalable, robuste, etc. Donc là, on va plutôt se diriger vers des choses type microservices. On va essayer un maximum d'aller chercher des services PaaS ou SaaS. Comme j'ai dit, on n'a pas de valeur ajoutée à aller s'occuper de la plateforme, du patching, ce genre de choses. Donc, on va déléguer cette partie-là à un cloud public, par exemple, sur Azure. Si je vais chercher des briques en mode SaaS, je n'ai pas à m'en occuper. Microsoft le fait pour moi. Alors, oui, certes, c'est un petit peu plus cher, mais je n'ai pas à m'en occuper. Donc, c'est quand même quelque chose où je vais pouvoir concentrer mes développeurs sur le développement de features et pas sur la gestion de l'infra. API low-code. Effectivement, on va plutôt utiliser des systèmes de type front-end avec des API derrière. Pourquoi? Parce que, déjà, on va séparer, on va pouvoir scaler de manière différenciée les frontaux, les back-ends, etc. Et potentiellement, qui dit j'ai des API de back-end, dit je vais pouvoir peut-être les exposer par la suite à mes clients directement.
Alexandre en parlait en termes de customisation, par exemple, et puis je vais peut-être même pouvoir les monétiser, ces API. Donc, je vais pouvoir élargir mes revenus, en fait, en exposant mes API. Low-code, évidemment, toujours dans l'optique d'aller plus vite. S'il y a des choses que je peux faire sans développeur, enfin, sans développer, en tout cas avec un minimum de développement, je vais en profiter. Il y a plein de choses sur le cloud public, et particulièrement sur Azure, pour faire ça. Je vais donner des exemples juste après. Ensuite, utiliser des services managés, je l'ai dit, déléguer un maximum l'usage de façon à pouvoir se concentrer sur les features et puis aller plus vite. Instrumenter le code, Alexandre en a parlé, pour 2 raisons. Un, parce qu'il va falloir que je gère les performances de ma plateforme, donc il va falloir, toujours dans cette démarche FinOps, optimiser ma plateforme, toujours tuner, etc. Donc si je n'ai pas de métriques, c'est compliqué. Et il n'y a pas que des métriques techniques, je vais avoir besoin, par exemple, du délai de réponse d'un client à une requête pour un client, etc. Donc je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir aussi instrumenter le code pour détecter les usages. Pareil, Alexandre en a parlé, détecter les usages, donc tout ce qui va être funnel, des choses comme ça, de façon à avoir des informations sur le parcours du client dans mon application, pour essayer de voir là où il passe le plus de temps, là où il a cliqué sur l'aide, etc. Donc, je vais pouvoir focuser mes développements sur ces parties-là et peut-être un petit peu moins sur les autres, même si moi, personnellement, je pensais que c'était ces fonctionnalités-là que les gens attendaient. L'usage montre ce qu'il faut développer. Automatisation, important et obligatoire dès qu'on fait du SaaS, etc. On va devoir embarquer des clients, plus de clients, voire même les clients vont s'embarquer tout seuls si je fais de l'auto-enrôlement. Il est évident que je vais devoir automatiser tout ça. Il est hors de question d'avoir des gens qui sont là, payés à cliquer sur des boutons pour déployer des choses. C'est pas pensable. Du coup, quelques exemples. Alors, c'est des tips, en fait, c'est des choses que nous, on a vues et il y a certaines solutions qui émergent assez rapidement avec beaucoup de clients. Je vous dis, on en a fait pas mal chez nous. Un composant, par exemple, je parlais tout à l'heure de SSO, d'intégration de clients et d'authentification. Dans Azure, il y a Azure External Identities, ce qu'on appelait avant Azure B2C. Je vais pouvoir gérer cette partie authentification avec Facebook, Google, LinkedIn, Office 365, etc., sans développer ou pas grand-chose. Il y a un service en mode SaaS chez Microsoft qui fait ça très très bien, qui va gérer ce SSO, l'enrôlement des utilisateurs, etc., etc. Tout ça, je ne vais pas le redévelopper moi-même. Je vais directement aller chercher ce service-là. Et puis, je vais juste avoir à gérer l'intégration. Alors, chez Cloud Temple, on l'a fait pas mal de fois pour des clients. On a aussi des équipes de développement chez Cloud Temple. On a délégué des développeurs pour juste faire le petit module qui permet l'intégration de Azure B2C dans l'application du client. Pareil, toujours dans cette optique de pourquoi le faire soi-même alors qu'il y a des gens qui maîtrisent bien et dont c'est le métier de le faire. Autant déléguer cette partie développement qui n'a pas d'intérêt. On est dans la technique et on n'est pas dans le fonctionnel, donc autant le faire par quelqu'un qui a l'habitude. Ensuite, tout ce qui va être compute, alors on va essayer de mutualiser un maximum. Évidemment, on va héberger tout un tas de clients sur la même application. Donc, on va essayer d'optimiser les ressources, et en particulier le compute, parce que c'est ça qui coûte cher. Et donc, on va aller chercher des choses comme les Elastic Pools, par exemple, pour tout ce qui va être base de données. On ne va pas créer forcément une base de données par client dans son propre serveur. Si on a une base de données par client avec une base master, souvent où il y a la gestion des rôles, l'emplacement de la base, etc., il faut bien qu'on ait la partie airbag dans l'application, puisqu'on est en métier de tendance. Je vais peut-être avoir une base de données par client, et je ne vais pas avoir un serveur dédié. Je vais mutualiser les ressources. Donc là, ça va être typiquement les Elastic Pools sont bien dans Azure pour faire ça. Même chose pour les App Service Plans. Quand on est sur de l'application web, je peux avoir pas mal d'applications avec des API, des front-ends, etc. Ce n'est pas forcément autant de fois des choses que je vais payer. Je vais mutualiser les App Service Plans et je vais faire du FinOps dessus de façon à avoir une automatisation, donc toujours le bon nombre de compute en fonction du nombre d'utilisateurs, etc. Donc, je vais pouvoir optimiser là-dessus de façon à avoir les bonnes quantités de ressources en fonction du bon besoin au bon moment. Donc, ça, c'est tout ce qui va être élasticité, tout simplement. Tout ce qui va être premium. Alors, tout à l'heure, je l'ai dit, quand on a une offre comme ça, on a une offre avec souvent du standard et puis on va avoir des besoins clients un petit peu plus spécifiques qu'on va vendre sous forme de premium ou de fonctionnalités spécifiques. Des cas que nous, on a déjà vu, par exemple, networking dédié.
peut avoir des cas du client qui dit oui, votre plateforme elle est super, machin, mais moi je veux un accès privé à l'infrastructure pour des raisons de sécurité, de confidentialité ou que sais-je. Et ben voilà, vous allez pouvoir vendre en option, l'option premium de networking dédié où vous allez pouvoir faire des accès VPN avec une plateforme cliente ou ExpressRoute, pourquoi pas. Vous allez faire payer ce client spécifiquement pour cette fonctionnalité spécifique. Donc, c'est un add-on à votre offre standard. Ce qu'on a vu aussi, c'est et c'est la plus, c'est-à-dire on va avoir des gens qui vont dire OK, vos SLA standard sur la plateforme, c'est bien, mais c'est pas assez pour moi. Je veux avoir une garantie supplémentaire par rapport au standard. Vous allez pouvoir faire une offre premium qui va augmenter les SLA. Vous allez peut-être dédier un bout de plateforme ou dédier du compute spécifique ou faire du PRA pour ce client en disant OK, pour vous, uniquement pour vous, vous allez avoir une version hautement disponible de cette application dans un autre data center Azure, à Dublin par exemple, parce que c'est moins cher. Et vous allez vendre ça en tant que add-on à votre offre standard. Dès qu'on va être sur du paiement à la consommation, évidemment, dans Azure, comme dans toutes les plateformes cloud publiques, on paye en fonction de ce qu'on consomme. Donc, on va essayer d'optimiser tout ça. Et on va aussi pouvoir faire tout ce qui va être monétisation des API. Il y a API Management Gateway, par exemple, dans Azure, qui permet de faire ça assez facilement. Vous allez pouvoir avoir des apports de cache supplémentaires en revendant de l'API et en proposant du coup des fonctionnalités avancées. C'est aussi quelque chose qui est très très courant quand on fait du freemium. Ou bien de tout ce qui est B2C, puisque effectivement on va ouvrir un connecteur, je sais pas, dans Teams, dans Power Apps, ce genre de choses. Ça va permettre aux gens de tester l'application et puis s'ils aiment, ils vont rester, ils vont payer la version standard. On en parlait en termes d'outillage et de méthodo. Alors nous, on est très Azure DevOps chez Cloud Temple. Alors il y a d'autres outils qui permettent de faire ça, mais l'importance de l'outillage, on va automatiser avec tout ce qui va être CI/CD, pareil. On ne va pas payer des gens à cliquer sur des boutons, il faut que ça soit automatique. Donc, intégration continue, développement continu, il faut que ça aille plus vite, il faut que ça se fasse tout seul. Donc là, voilà, il y a plein d'outils pour le faire, dont Azure DevOps. Voilà. Outillage aussi en termes de développement, Visual Studio Code. Alors, après, ça dépend du langage et de la stack applicative. C'est juste des exemples. Infra as Code, on en a parlé. Alors, chez Cloud Temple, nous, on est très Terraform, TerraGrunt. Éventuellement, il y a du Biceps qui vient de sortir côté Azure. Pourquoi Terraform, TerraGrunt? Parce que c'est cross-cloud. Voilà, nous, comme on est multi-cloud chez Cloud Temple, on utilise des outils qui sont utilisables partout. Donc voilà, c'est un bon exemple d'infra as code. Et puis, pour le suivi FinOps, chaque cloud provider a ses outils. Donc dans Azure, par exemple, on a Azure Cost Management qui va permettre d'avoir des rapports sur les consommations, etc. Il y a d'autres outils cross-cloud que nous utilisons, par exemple, comme CloudElse, qui permettent, pareil, d'avoir des vues entre ma prod, ma pré-prod, mon SLA, etc. Donc, on a un meilleur suivi de la consommation. Parce qu'il faut, quand on paye à la consommation, il faut suivre ça à la culotte, évidemment. Donc, il faut s'outiller. Et ensuite, en termes de plateforme technique, comme j'ai dit juste avant, on va éviter le IaaS, on va éviter les machines virtuelles. Parce qu'une machine virtuelle, faut s'en occuper, il faut la patcher, etc. C'est compliqué, on va éviter ça. On va déléguer ça au cloud provider et à Microsoft. On va donc plutôt utiliser des choses en mode SaaS ou PaaS, typiquement Azure Web App, les bases de données en mode PaaS, des API Management Gateway pour la partie API, monétisation, etc. On va aller chercher aussi du Application Gateway avec du WAF pour sécuriser tout ça. Éventuellement, on peut aller chercher des infrastructures Kubernetes qui vont être extrêmement adaptées quand on fait du microservice. Ça va permettre de lisser les ressources et d'avoir des coûts moindres pour beaucoup plus de services. En plus, c'est la mode, on va dire, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise bien chez nous, on aime beaucoup ça. Codeless, quand on peut, on va essayer de chercher des trucs tout faits. C'est-à-dire, je ne vais pas passer du temps à redévelopper des fonctionnalités alors que je peux les faire en 3 coups de clic dans une interface ou qu'il y ait des SDK, des choses qui sont tout faits. Exemple, Logic App, ça permet de faire tout ce qui va être logique, tout ce qui va être event-driven architecture, c'est-à-dire on va uniquement utiliser un compute quand il se passe quelque chose. Exemple, on a fait ça pour des clients. Le client dépose un fichier dans un site FTP, ça génère un événement. Sur ce fichier, je le récupère, je l'intègre dans l'application. Je vais faire un appel à une API externe pour faire du cognitif, de la reconnaissance de texte, etc. Tout ça, je n'ai pas besoin d'un développeur pour faire ça. C'est juste de la logique, c'est du dessin, on va dire. C'est des choses qui vont extrêmement vite à faire et qui ne nécessitent pas forcément des compétences extraordinaires en développement. Donc, autant utiliser les outils qui sont à ma disposition.
Dans le même esprit, alors dès qu'on va bouger un petit peu plus de données, il y a peut-être des choses type Azure Synapse ou Data Factory. Donc pour les transferts de flux de données, des choses comme ça, c'est facile, ça ne nécessite pas énormément de développement, c'est pareil, c'est de la logique, c'est très graphique. Donc c'est du gain de temps sur le développement. Azure Functions, pourquoi? Parce qu'on va essayer de faire des bouts d'API, hein. On va pouvoir appeler ces fonctions comme des API, donc on va pouvoir les monétiser, et puis ça va être des actions atomiques qu'on va proposer à ces clients, alors soit via le front-end web dans l'application, soit directement en API, voire Teams, hein. Par exemple, les connecteurs Teams, Azure Functions, c'est très très adapté pour le faire. On va aussi aller utiliser tout ce qui va être API extérieur. Alors, soit fourni par Microsoft. Tout à l'heure, Alexandre parlait de cognitive, d'IA, des choses comme ça. Il y a tout très très bien chez Microsoft pour faire ça, mais pas forcément que chez Microsoft. Il y a d'autres choses ailleurs qu'on peut aller appeler. Je parlais d'OCR juste avant. Bah voilà, typiquement, Abi, par exemple, fait de l'OCR plutôt pas mal. Bah, pourquoi développer moi-même un truc pour faire de l'OCR alors que quelqu'un le fait pour moi? Gain de temps, autant externaliser. Il y a aussi des outils dans Azure qui vont permettre de gagner du temps. Par exemple, comme Signaler, pour faire de la communication en temps réel entre des applications, des choses comme ça. Nous, on a quelque chose qu'on a implémenté chez plusieurs clients. Tout ce qui va être bot framework, dès qu'on va être sur du B2C, du Teams, etc. Il y a des choses très très bien chez Microsoft pour aller plus vite pour ce type de développement. Instrumentation, pareil, Alexandre en parlait. Il y a beaucoup de choses. Il faut absolument instrumenter les applications. Donc, généralement, c'est ce qu'on utilise un APM, un Application Monitoring. Là, il y a pas mal de choix. Application Insight, par exemple, dans Azure, voilà, c'est directement disponible et ça fait plutôt bien le taf, hein. Après, sinon, il y en a d'autres. Il y a New Relic, voilà, il y a beaucoup d'APM qui existent. Peu importe l'APM qu'on choisit, l'important, c'est d'en avoir un. Effectivement, c'est extrêmement important d'avoir un retour sur la réactivité de la plateforme, parce que bah, voilà, qui dit réactivité de la plateforme dit ressources compute, dit pay-as-you-go, dit FinOps. Donc voilà, il va falloir suivre ça de près. Et puis aussi pour le développement des features, il faut essayer de comprendre ce dont les utilisateurs ont besoin. Donc ça peut être un bon exemple. Du coup, au-delà de la technique, effectivement, il y a la partie modèle financier. Donc, il faut bien penser que les coûts de la plateforme sont as you go, hein, dans le cloud public et dans Azure. Donc, on va payer en fonction de ce qu'on consomme au réel. Donc, il va falloir suivre ça vraiment de près. Alors là, on va avoir certaines consommations qui sont vraiment au réel. Par exemple, aux gigas de données stockées, à la transaction, à l'appel d'API, etc. Donc là, on est vraiment sur des choses extrêmement atomiques, on va dire. Et puis sinon, après, on va avoir des consommations as you go plutôt par palier, où là, effectivement, on va passer d'un step à l'autre, en fait, en fonction d'un nombre d'instances. Par exemple, pour des frontends web ou un WAF ou des choses comme ça, ça se définit par nombre d'instances. Donc souvent, j'ai un coût initial qui peut paraître relativement élevé si j'ai très très peu de clients. Par contre, ça va se lisser sur la quantité. Même chose pour les bases de données. Je vais démarrer avec une certaine taille, même si j'ai qu'un client, voire aucun client parce que je suis en développement, je vais quand même devoir payer cette taille minimum. Par contre, je vais l'amortir au fur et à mesure en fonction de l'évolution du nombre de clients. Donc là, c'est l'exemple qu'on a en dessous, c'est un exemple réel, hein, tiré d'un vrai client. Alors là, c'était un cas assez simple sur une application. On fait des projections, alors on fait des hypothèses en fonction du nombre de clients, le nombre d'utilisateurs par client. Alors là, je ne vous ai pas tout mis, mais au-dessus, il y avait tout un tas de métriques de départ, du type, voilà, un client, il upload X fichiers dans la journée, il se connecte tant de fois par la journée, il va rester connecté à l'application tant d'heures, il va faire tant d'actions, etc., etc. Donc, plus on a de métriques, mieux c'est, évidemment. Et donc, on va projeter ça en termes d'architecture dans Azure, et puis on va en déduire les coûts de plateforme. Donc là, on va se retrouver effectivement avec ces coûts par palier, etc. Et là, on voit bien, là, ce cas client-là, on voyait très bien qu'effectivement, le coût initial de la plateforme, le coût par utilisateur, évidemment, quand j'ai qu'un seul client avec 5 utilisateurs, bah, ça coûte très très cher, parce que j'ai un ticket d'entrée dans la plateforme quand même, j'ai des choses qui vont me coûter de l'argent, même si j'ai pas de clients qui tournent. Par contre, on voit bien assez rapidement que plus j'ai de clients, plus j'ai d'utilisateurs, les coûts sont très très vite lissés. Et donc là, ce qu'on constatait, c'est qu'à partir d'une centaine de clients, dans ce cas-là, hein, à partir de 500 utilisateurs sur cette plateforme-là, le coût par utilisateur, on tombait à 5,45 €, et puis on voit qu'après, ça descend
5,45 €, 5 €, 4,69 €, et on voit que ça se stabilise vers 4,20 €, 4,30 €. Du coup, c'est cette projection qui a permis à ce client de définir son coût de licence pour son offre standard à tous ses clients. Alors, je ne sais plus à combien il a positionné son coût de licence. J'imagine que ça se dit entre 10 et 15 €, un truc comme ça. Mais voilà, donc les premiers clients, effectivement, ce n'est pas très rentable, mais il faut amortir la plateforme. Et puis, plus on rentre de clients, plus on gagne d'argent. Et là, effectivement, comme tout est automatisé, etc., après c'est plus facile et on se concentre uniquement sur le développement des nouvelles features. Et uniquement là-dessus, la plateforme, entre guillemets, tourne toute seule. Faut pas oublier non plus, pareil, Alexandre en parlait, là, je parlais du coût de la plateforme en tant que telle, donc d'Azure. Éventuellement, ce qu'on conseille dans des cas comme ça, c'est de déléguer à des spécialistes le run, par exemple. Un prestataire comme Cloud Temple, il va pouvoir vous faire le maintien en condition opérationnelle, l'accès au support Azure, etc. Pareil, toujours dans cet objectif de rester concentré sur le développement des features, pas gérer la plateforme, les incidents, etc. Il y a des gens dans ces métiers qui font ça très très bien, donc autant leur déléguer, alors c'est un choix, business ou stratégique, ou éventuellement leur déléguer cette partie-là. Et puis après, il ne faut pas oublier non plus dans le modèle financier d'ajouter les coûts d'outils ou de licences tiers. Typiquement, voilà, si vous faites appel à des API extérieures, bien évidemment, il va falloir les payer à l'appel, etc. Donc, il faut bien sûr ajouter au coût de plateforme, donc le coût d'entretien de la plateforme, run ou pas. Alors, que vous le fassiez faire par quelqu'un ou vous le fassiez vous-même, ça a un coût. Et puis après, les éventuels outillages, licences, etc. Je ne sais pas si vous prenez un outil comme Clouddesk pour le FinOps, par exemple, c'est un outil qui a un coût. Donc, il ne faut pas oublier d'intégrer tout ça dans son business model. Du coup, voilà. Donc, en conclusion, alors très rapide, voilà, on a une certaine habitude là-dessus. Il faut penser délégation, B2B, partenariat, écosystème. C'est effectivement ce que dit Microsoft et nous, on le voit tous les jours quand on assiste les ISV comme ça sur le redéploiement ou la transition de leurs applications donc vers la partie SaaS. Du coup, moi, j'en ai fini. On a fait un peu plus long que prévu, je crois. Du coup, on a une petite section questions-réponses. Et Stéphane, je voulais juste rajouter sur le cas pratique là, que tu mettais en termes de coût de plateforme pour un éditeur de logiciel. Ce qu'on voit aussi souvent chez les éditeurs avec lesquels on travaille, c'est qu'il y a des cycles de réarchitecturing où ils vont du coup retravailler une architecture cible qui est justement plus adaptée en fonction des besoins qu'ils ont parce qu'ils ont augmenté le nombre de clients. Et ça, c'est des cycles qu'on voit tous les 2-3 ans en moyenne, notamment pour les éditeurs qui ont plus de croissance, et qui se fait beaucoup avec des partenaires informatiques comme Cloud Temple. Voilà, qui contribuent à optimiser encore la partie FinOps. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose dès à présent de répondre à vos questions. Donc, pour commencer, comment peut-on gérer la transition d'un existant vers une nouvelle version en mode SaaS? Ouais. Alors effectivement, quand on est sur le développement d'une nouvelle application, c'est plus facile. Voilà, on développe from scratch et on se pose beaucoup moins de questions, c'est plus simple. Par contre, quand on a un existant, par exemple déployé on-premise, il va falloir gérer la transition vers le SaaS. Et là, il va falloir gérer la communication, etc. Il y a plusieurs façons de le faire. Souvent, alors ce qu'on voit le plus chez les éditeurs, c'est vraiment le switch complet où on migre sur une nouvelle version. Alors, beaucoup d'éditeurs ont fait ça. C'est quoi? C'est simplement, vous dites à votre client, voilà, on va faire une nouvelle version V2. Alors, par contre, ça sera une version cloud. Alors, vous avez aujourd'hui une version on-premise. Cette version-là ne sera pas ou plus maintenue d'ici quelques années. D'accord? Et puis, vous devrez aller sur la version SaaS si vous voulez continuer à travailler avec nous, sachant que, alors voilà, après, vous vendez le truc au mieux en mode, oui, ça sera mieux, il y a plus de fonctionnalités, il y a du SSO, etc., etc. Vous sortez tout l'argumentaire, mais et puis, il va falloir refaire la migration. C'est exactement ce que vous faites quand vous migrez de votre serveur Exchange vers 365. À un moment, voilà, vous passez sur la version SaaS Cloud et puis vous avez une migration one-shot ou du moins qui ne dure pas très très longtemps. Et puis vous avez un déplacement de vos licences
Donc, les clients on-premise qui avaient une licence d'utilisation on-premise, vous les faites basculer sur le nouveau modèle qui, lui, est plutôt à la consommation par mois avec un engagement mensuel ou des fois plus, ça dépend des applications en fonction du business model. Une autre façon de faire aussi, que nous, on a vu, c'est la partie coexistence. On a eu des cas comme ça avec des ISV où on a dû gérer la coexistence. C'est-à-dire que là, le discours de l'ISV, c'était de dire vous n'aurez plus de nouvelles fonctionnalités, ou très peu, dans la version on-premise. Nous allons maintenant développer sur la version cloud. Et là, vous dites à votre client qu'il va devoir utiliser les deux. Alors, pas forcément très sexy, mais ça peut s'expliquer au client. Ça s'entend bien, hein, du côté client. Et vous lui dites, voilà, on va mettre en place une synchronisation, par exemple, de votre base de données on-premise sur la version cloud. Vous voyez des choses très bien, par exemple, Azure SQL Data Sync qui permet de faire ce genre de choses. Nous, on connaît des produits tiers gratuits, d'ailleurs, qui permettent de faire des synchronisations interbases, des choses comme ça. Donc, on va synchroniser une base de données locale avec une base de données cloud, où là, on va commencer à pouvoir mutualiser, etc. Et puis, on va avoir les fonctionnalités historiques qui vont rester plutôt on-prem. Et puis, on va dire aux gens, voilà, au fur et à mesure du développement de la nouvelle version, vous allez avoir des nouvelles fonctionnalités. Nous, on a un client, par exemple, qui fait ça en ce moment et où il va proposer toutes les nouvelles fonctionnalités de reporting, etc., avec du Power BI embedded, etc. Parce que c'est des fonctionnalités qui n'existaient pas ou très, très moches dans la version originale. Donc, il va commencer par apporter des nouvelles fonctionnalités parce que ça va gérer de l'adhésion auprès du client. Donc, le nouveau client va adhérer à cette nouvelle version web parce qu'il a un besoin en plus derrière. Donc, il va aller se connecter, faire ce qu'il demande là-dessus. Et puis, après, ça va être drivé en fait par le client qui va finir par dire oui, mais c'est un petit peu gênant d'avoir la version on-prem et la version web. Vous dire oui, on savait, on se doute bien. Hein. Et donc, du coup, vous allez pouvoir engager le dialogue avec lui sur OK, mais alors c'est quoi les fonctionnalités que vous voudriez voir apparaître dans la version web le plus vite. Et donc, du coup, vous construisez cette roadmap avec des pilotes en fait qui sont les clients, et du coup ça génère forcément de l'adhésion puisque c'est le client qui drive lui-même les fonctionnalités. Donc dans ces cas-là, ça permet de gérer la transition de manière un petit peu plus smooth, on va dire. Voilà, c'est un peu moins violent pour le client, ça permet de faire avancer le client et les développements, et ça c'est un bon moyen de le faire. Et après il y a un autre moyen aussi de le faire, alors ça c'est un petit peu plus particulier. On a eu des cas comme ça de gens qui étaient effectivement on-premise et tout ça. Et en fait, la première phase qu'on a faite avec cette ISV-là, c'était de regrouper tout dans le cloud. C'est-à-dire qu'on a déjà déplacé l'application qui était on-prem, alors très classique, vertical, client, serveur, le truc classique, hein, de le déplacer déjà dans Azure. Et là, alors pour le coup, là, on utilise de la machine virtuelle. On va plutôt mutualiser les bases de données, par exemple, mais on va quand même garder des machines virtuelles avec la partie serveur, avec les services, etc. Alors, on fait limite un serveur par client. Si on peut mutualiser les services un maximum, on le fait. Hein. Et puis, pour les accès, on va utiliser des choses type remote. Donc, on va utiliser du remote desktop ou du Citrix ou du Windows Virtual Desktop, par exemple, de façon à dire au client, voilà, aujourd'hui, cette application-là, c'est toujours la même. Alors, c'est la même application, etc. La seule différence, c'est qu'au lieu de l'avoir en mode client-serveur localement chez vous, vous allez avoir toujours un mode client-serveur. Par contre, ça sera en terminal serveur, par exemple. Vous allez vous connecter à distance dans Azure. Et là, vous allez continuer d'utiliser votre application comme d'hab. Et puis là, on va pouvoir développer les nouvelles fonctionnalités. L'avantage de faire ça, c'est que du coup, vous regroupez tout dans Azure. Donc, du coup, vous recentralisez les données. Vous commencez à avoir un certain lissage du compute, par exemple. On va regrouper les bases, etc. Donc, on va pouvoir réarchitecturer l'application, mais uniquement le back-end, en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue client, ça ne se voit pas. Il utilise toujours son application comme avant. Par contre, derrière, là, on fait beaucoup de modifications structurelles de façon à préparer la transition vers la prochaine version de l'application. Donc, on va regrouper les bases, commencer à avoir des modèles multitenantes, puis on va commencer à redévelopper les back-ends avec des API, etc. Et de façon à avoir simplement un redéploiement du frontal après. Et puis là, c'est pareil, on va retrouver cette discussion qu'on va avoir avec les clients, de dire, bon voilà, vous avez la nouvelle version qui est en web à côté, en mode SaaS, authentification avec 365, etc., etc. Et donc, du coup, ça permet une transition un peu plus facile. Mais effectivement, c'est vraiment le point le plus compliqué de gérer la transition. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui choisissent de dire, écoutez, voilà, la V2, elle sera en mode SaaS et vous ferez une migration one-shot, comme on voit extrêmement couramment.
bon, le problème de faire ça, c'est qu'il y a la double gestion. Parce que quand vous faites ça, vous continuez probablement à développer des pages, des features, etc. pour les clients historiques. Et puis, à côté, vous redéployez votre nouvelle version. Et là, c'est pareil. Donc, il y a un double coût de développement, voire un coût de plateforme. Mais ça peut être une solution viable aussi. Enfin, beaucoup d'éditeurs font comme ça. Donc, c'est quelque part, ils s'y retrouvent. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Nous n'avons pas d'autres questions. Et puis, en vue du timing parfait, je vous propose de clôturer le live maintenant. Donc, sachez que le replay sera disponible dans quelques instants. Vous pourrez également le retrouver sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à y suivre notre actualité où on vous communique les dates de nos prochains webinaires. Merci à tous pour votre participation. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.